Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Balafon Télévision. Ce soir, dans le Grand Plateau, près de 500 prisonniers politiques oubliés dans les prisons. Toujours en attente de jugement, ils sont des centaines interpellés dans le cadre de la crise post-électorale d'octobre 2025. 8 mois après leur arrestation lors des manifestations au lendemain de la proclamation des résultats, ces prévenus continuent de croupir en prison sans savoir exactement pour combien de temps, abandonnés à leur sort, selon leur avocat, maître Fabien Quenier. Plus est, dans une lettre pastorale publiée hier, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, dénonce un système carcéral et judiciaire qu'il qualifie d'inhumain, avec des conditions de détention et la corruption qui rongent la justice camerounaise. Il parle de prisons surpeuplées à plus de 500%. Pourquoi le Cameroun se réclame démocratique continue de s'encombrer des prisonniers politiques? Est-ce pour prouver que l'État est fort ou pour résoudre un problème? Et que dire du respect des droits de l'homme, de la liberté d'opinion et d'expression? Pour répondre à ces questions, nous recevrons dans la deuxième partie du Grand Plateau Maître Roland Tchonko, avocat au barreau du Cameroun et au Rwanda. Mais avant, place au journal. Bienvenue. Ouvrons ce journal par ce fait de société, coup de filet de la police judiciaire du littoral, un gang divisé en trois qui sémait la terreur dans la ville de Douala est tombé. Leur cible, les tenanciers des points de vente OM et les opérateurs économiques venant faire des retraits et dépôts d'argent dans les banques. Ces jeunes de moins de 30 ans, tous repris de justice, ont été présentés à la presse à la direction de la police judiciaire du littoral. Emmanuel Coco et Loïc Teguia nous relatent les faits en détail. Depuis quelques mois, la ville de Douala a connu une recrudescence des cas d'agression dont les auteurs ciblent principalement les tenanciers des points de vente OM et les opérateurs économiques venant faire des retraits et des dépôts d'argent dans les banques. L'alerte viendra du quartier Niala, non loin des rails. Commissaire principal Mimbo Bela Adeline, responsable de la division de la police judiciaire du littoral, relate ce coup de braquage. Au quartier Niala précisément, non-lieu des rails, ils ont agressé un propriétaire d'un kiosque Orange Monnaie à qui ils ont pris un téléphone portable et la somme de 10 700 000 francs après l'avoir atteint par balle au niveau du thorax. 2 jours après, ils vont délester un commerçant nigérian de 45 millions de francs CFA au quartier Ngoudi. C'est à la quincaillerie Kogeni, au quartier Village, qu'ils vont réaliser un coup presque spectaculaire en plein jour. Ce gang, divisé en 3 blocs, dont les jeunes de moins de 30 ans, n'a pas échappé à la vigilance des éléments du commissaire principal Mojo Junior, chef des opérations. Leur mode opératoire consiste à prendre leurs victimes en filature, souvent avec la complicité des personnes qui leur sont proches. Plusieurs opérations menées par mes collaborateurs de la brigade anti-criminalité ont permis de démanteler. Déféré à la prison centrale de Douala-Nebel, on espère que Douala va retrouver du sommeil. Surtout que parmi les inculpés, beaucoup sont des repris de justice, donc certains n'ont même pas encore purgé leur peine. Et dans sa dernière intervention sur la situation des détenus de la crise post-électorale au Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, a multiplié les dénonciations. Le prélat dénonce avec force les arrestations arbitraires, les enlèvements, l'état déplorable du système carcéral et la souffrance des familles. Des familles dont le cri de détresse se heurte contre le silence assourdissant de la justice. Reconnu pour son franc-parler, l'archevêque multiplie les interpellations sur la justice sociale, les réformes politiques et les droits humains, tout en ouvrant des pistes pour une réconciliation nationale sincère et durable.
Écoutons un extrait de cette sortie sélectionnée par Marinette Gimfak. Un bon nombre de familles camerounaises traversent l'angoisse pure, celle de ne pas savoir. Des personnes arrêtées, enlevées, souvent sans mandat, par des agents en uniforme ou en civil, disparaissent pour être gardées dans des lieux secrets. Cette pratique de détention secrète dans des lieux inconnus, parfois non officiels, constitue une violation absolue du droit. Elle place la personne hors de toute protection juridique, la rendant vulnérable à tous les sévices et inflige à sa famille une torture psychologique prolongée. Les prisons camerounaises sont des mouroirs. L'insalubrité, la promiscuité, la malnutrition, les maladies, les abus, les brimades, la prostitution et la présence des stupéfiants font de nos prisons de vrais couloirs de la mort. Œuvrons tous ensemble pour l'amélioration de leurs conditions de détention et de leur traitement dans notre pays, si nous voulons construire une société paisible et prospère. Car cela ne peut être possible si ces fondations reposent sur la souffrance cachée, la légalisation de l'injustice et la généralisation de la corruption. Le chemin de la réconciliation nationale et du vrai développement passe nécessairement par la pratique d'une justice pour tous, sans exclusive. Et à Penka-Michel, les chefs traditionnels et chefs de quartier appelés à sensibiliser les populations contre la justice populaire face à la recrudescence des cambriolages et à la multiplication des actes de vindicte populaire, le sous-préfet les invite à privilégier la dénonciation auprès des autorités compétentes. Toutefois, sur le terrain, plusieurs habitants estiment que les insuffisances du système judiciaire favorisent le recours à ces pratiques. Franck Durot-Tassonken. Face à la recrudescence des actes de justice populaire, le sous-préfet de Penka-Michel tire la sonnette d'alarme. Dans une correspondance datée du 25 juin dernier, Angodo, Andobo Gilbert enjoint les chefs traditionnels et de quartier à dénoncer les actes criminels pour faire triompher la justice dans son arrondissement. Sur le terrain, plusieurs habitants estiment que ce phénomène traduit un sentiment d'absence de justice. Je vous ai dit que le système de justice au Cameroun ne fonctionne pas. C'est ça qui est à l'origine de tout ce que vous voyez comme justice populaire. Si on ouvre l'enquête et demain, on ne donne pas les résultats, ça dans 10 ans, les mêmes mots vont continuer à se faire. L'autorité administrative a instruit les gardiens de la tradition de sensibiliser leur population contre ces dérives. Il leur demande également de redynamiser les comités de vigilance dans leur groupement afin de réduire les cambriolages devenus sport favori de certains. Le chef-terre, comme on les appelle affectueusement, recommande de mettre systématiquement à la disposition des autorités toute personne interpellée. Une position que partage cet ancien enseignant à la retraite. La justice populaire est arbitraire parce que n'importe qui peut être attrapé. Si on crie par exemple voleur, oh voleur, oh voleur, moi par exemple, si c'est dans un milieu où je ne suis pas connu, on peut m'attraper et me brûler. Alors qu'au fond, je n'ai rien fait. Cette mise en garde intervient dans un contexte marqué par l'émotion suscitée par le drame de Baloum, où de présumés voleurs ont été brûlés vifs. L'autorité administrative presse les acteurs locaux d'appliquer ces recommandations sans délai. Du feu. À l'hôpital régional de Bamenda, un violent incendie s'est déclaré aux premières heures de ce mardi 30 juin, ravageant plusieurs bureaux administratifs, la pharmacie sociale, des magasins de stockage, ainsi que des dossiers et des résultats d'analyse médicale, notamment des tests de génotype. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, le personnel, des accompagnants et des agents de garde ont tenté de sauver une partie du matériel. Les causes du sinistre restent inconnues, même si la direction évoque de fréquentes fluctuations de tension électrique. Une enquête a été ouverte. Et sur les corridors routiers, concurrence du transport en fonds propres et mauvaises conditions de travail. Les transporteurs dressent un tableau
préoccupants du secteur. Réunis au sein de la plateforme des organisations socio-professionnelles, ils ont présenté cette semaine à Ngaoundéré les conclusions de leur concertation nationale. Ils accordent 30 jours au gouvernement pour répondre à leurs revendications, faute de quoi ils menacent de suspendre leurs activités. La correspondance d'Amadou Bello à Ngaoundéré. La liste des difficultés s'allonge sur les différents corridors routiers du Cameroun. Beaucoup de difficultés liées à l'état de nos différentes routes. C'est ça qui occasionne tous les accidents. Les panneaux de signalisation sont dans la broussaille. Vous marchez à 2 mètres de la route avant de chercher des panneaux. Les traçages sur les routes, panneaux de virage, des panneaux de signalisation à toi, mais ces panneaux n'existent pas. Il y a tellement d'engorgement dans les ponts bascules. Réunis au sein de la plateforme des organisations socio-professionnelles, les syndicats des transporteurs et des conducteurs ont interpellé le gouvernement à Yaoundé. La restitution de leurs travaux, tenus à Ngaoundéré, a permis de tirer la sonnette d'alarme sur plusieurs préoccupations, notamment la lutte contre la mise en œuvre du transport en fonds propres. Ça a commencé comme l'amusement, mais c'est devenu maintenant, c'est la réalité. On ne peut pas être en même temps producteur et en même temps transporteur. Et qu'est-ce que le transporteur va devenir? Mais malheureusement, le transporteur, lui, n'a pas l'argent pour construire une usine. Donc chacun doit faire son travail. En cette période des grandes vacances, les transporteurs annoncent leur volonté de renforcer la sécurité sur les axes routiers tout en appelant un accompagnement accru du ministère des Transports pour améliorer leurs conditions d'exercice. Nous interpellons le ministre des Transports concernant les agents de prévention routière véreux qui agressent sur tous les réseaux. On agresse les chauffeurs, on raquette les chauffeurs, ils ne sont pas professionnels. Nous appelons à l'attention des ministres des Transports vraiment pour savoir quels agents former pour mettre à notre disposition. C'est un problème et il faudrait que nous soulevons ce problème. Selon l'Observatoire indépendant des transports, près de 200 cas d'accidents ont été enregistrés au premier trimestre 2026. D'après le ministère des Transports, 70% sont liés au comportement des conducteurs et 20% à l'état technique des véhicules. Les transporteurs donnent au gouvernement 30 jours pour répondre à leurs revendications, faute de quoi ils promettent de suspendre leur activité. Tout autre chose à présent, fluidifier les opérations, réduire les délais et améliorer les services aux usagers, c'est l'ambition d'un programme d'innovation numérique lancé au port autonome de Kribi. Pendant un mois, 15 jeunes spécialistes en sciences des données et en informatique développeront des solutions digitales destinées à moderniser la gestion des activités du port en eau profonde. Les explications de Faune René Marquez. In a move to improve infrastructure performance, streamline trade flows, and provide new services, the Port of Kribi has launched an innovative project called the Box and Datathon. According to Jean-Marcel Bellinga, advisor number 7 of the Kribi Port Authority, the initiative aims to facilitate access to port data, foster collaboration between the Kribi Port and the digital ecosystem, and develop solutions to address real-time operational challenges. Alors, le PAC pour ce datathon veut promouvoir et pousser les jeunes à l'innovation en s'inspirant de tout ce qui se fait comme développement au jour d'aujourd'hui. For 1 month, young data scientists and IT experts will develop, digitize and modernize the Port of Kribi's data systems and transactions. Pendant la première phase de 1 mois, ils seront donc dans l'espace La Box pour développer avec les équipes techniques des Actes Species des solutions dans le cadre de ce projet. These developers are eager to modernize the port system. Je pense pouvoir interconnecter, donc récupérer les différentes transactions et autres placées sur les différents conteneurs et machines pour pouvoir les décrypter et produire les data qui seront demandés. The 15 selected young experts are expected to propose digital prototype solutions to address the challenges facing the Port of Kribi. L'intelligence artificielle peut-elle traiter des informations sensibles sans compromettre la sécurité des données? C'est l'une des principales questions au cœur du Symposium international des secrétaires et assistants de direction d'Afrique ouvert à Yaoundé.
Pendant 5 jours, des professionnels réfléchissent à l'usage de l'IA dans leur métier entre innovation, éthique et exigence de discrétion. Sébastien Oyébé et Julien Bapungue. Dans leur quotidien, les secrétaires et assistants de direction manipulent des informations stratégiques et souvent confidentielles. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la protection des données s'impose plus que jamais comme une responsabilité centrale. C'est notre allié, ça ne peut pas remplacer la secrétaire, c'est tout juste pour nous accompagner à mieux faire le travail. Une assistante qui se veut performante a le droit et le devoir de se former en intelligence artificielle. Et son leadership aussi, il ne faut pas qu'elle le mette en danger. Elle est leader, c'est vrai, c'est pas pour gouverner, c'est pas pour devenir directeur général, mais pour qu'elle soit force de proposition. Pour ces professionnels venus de plusieurs pays africains, l'enjeu n'est plus d'utiliser ou non l'intelligence artificielle, mais de le faire sans compromettre la confidentialité, la transparence et la confiance. Car derrière chaque document se jouent des décisions qui engagent l'avenir. Les problématiques telles que celles qui ont été soulevées ou encore les risques de dépendance technologique sont encore peu documentés, peu maîtrisés et insuffisamment régulés. Cette situation crée un double défi. Un défi de gouvernance lié à l'encadrement stratégique et normatif de l'IA et un défi de sensibilisation lié à la manière dont les utilisateurs doivent être formés pour adopter les usages responsables et éthiques. Pendant 5 jours, les participants partageront leur expérience et tenteront de définir de bonnes pratiques pour faire de l'intelligence artificielle un outil de confiance capable d'accompagner les secrétaires et assistants de direction sans jamais remplacer leur discernement, leur discrétion et leur responsabilité. En économie, le Cameroun accélère la reconstruction de la Sonara. Le projet de réhabilitation et de modernisation de la raffinerie nationale nécessitera un investissement de 700 milliards de francs CFA. 700 milliards pour réduire la dépense aux importations. L'annonce a été faite à Yaoundé à l'occasion d'une rencontre de 2 jours avec des investisseurs et des partenaires industriels. À terme, les capacités de raffinage devraient atteindre 3,5 millions de tonnes par an, avec une réduction attendue de 80% des importations de carburant. Les explications de Fon René Marquez. The final rehabilitation and modernization of the National Refining Company, Sonara, is taking shape with a 2-day market sounding exercise in Yaoundé, bringing together government officials, investors and industrial stakeholders. The amount required to complete the project has been revised to 700 billion CFA francs. This exceeds the initial estimate of 250 billion CFA francs. The government has decided to do everything that our refinery should begin functioning. Under a design, build, finance, maintain initiative to foster a public-private partnership model for the revitalization, the modernized Sonara is expected to boost production. The government, with the private initiative, they've come together to come and see and to help how our refinery can be reconstructed, rehabilitation, so that the production of products that we intend to produce in the future will be the best. Upon completion of the modernization of the state-owned corporation, refining capacity will be increased to 3.5 million tons per year. This is projected to reduce fuel imports by 80%. Sonara will remain the owner of all facilities and retain responsibility for the refinery's daily operations. Activities at Sonara are expected to restart within 80 months, while the modernization will take 36 months. Améliorer durablement l'accès à l'eau potable et renforcer l'assainissement, c'est l'ambition du projet CWASH lancé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie.
destiné à répondre à la raréfaction de l'eau dans les ménages et à réduire les maladies d'origine hydrique. Ce programme bénéficie d'un financement de 184,9 millions d'euros. Cependant, à Bafoussam, une partie de la population accueille cette initiative avec prudence et s'interroge sur son impact réel. Reportage de Joël Ferdinand Ewane. À Bafoussam, l'eau potable se fait de plus en plus rare. Dans les quartiers comme Tamdja ou Banengo, les robinets peuvent rester à sec pendant plusieurs jours, compliquant le quotidien des habitants. L'eau vient une fois sur 3 jours. Ça fait donc que pour s'en sortir, ce n'est pas très facile. Hein. Il faut des gros récipients pour faire des réserves afin de pouvoir se laver avant de sortir de la maison. Ce qui fait donc que c'est vraiment difficile. Pour répondre à cette situation, le ministère de l'eau et de l'énergie a lancé le projet CEWASH destiné à améliorer l'accès à l'eau potable au Cameroun. Une initiative accueillie avec espoir par une partie de la population. Non, moi je pense que l'eau c'est la vie et le gouvernement est là pour servir ses habitants. Donc on ne peut pas s'amuser avec l'eau. Si le gouvernement a déjà mis un plan sur place pour augmenter l'eau, je pense qu'il va le faire. D'autres habitants préfèrent toutefois attendre les premières réalisations avant de se prononcer. Non, vous savez qu'il y a beaucoup de projets au Cameroun, plein de projets qui ne sont pas réalisés. Donc même sur ce projet-là, on attend d'abord voir le maçon au mieux de mieux avant de voir si le projet va avoir le jour. On attend. Le maçon c'est au pied du mur. D'ici là, on verra si c'est un programme qui est opérationnel, si ça porte ses résultats ou pas. Oui, pour l'instant, on ne peut qu'attendre. Prévu jusqu'en 2030, le projet bénéficie d'un financement de près de 184,9 millions d'euros. En attendant ses premiers effets, de nombreux ménages continuent de composer avec des robinets désespérément secs. En santé, regret progressif de Gavi, le Cameroun face à l'urgence de financer la vaccination des enfants. Près de 430 000 enfants ne sont pas entièrement vaccinés en raison de financement insuffisant. À l'approche du désengagement progressif de Gavi, les inquiétudes grandissent, d'autant que seulement 19% des ressources prévues pour 2026 ont été mobilisées, faisant planer le risque de rupture de stock. Parlementaires et experts appellent à faire de la vaccination une priorité nationale pour préserver la protection des enfants contre les maladies évitables. Le reportage de Sébastien Oyébé. Au Cameroun, 430 000 enfants n'ont pas été vaccinés en raison de retard de financement. À l'Assemblée nationale, il a également été révélé que seuls 19% des crédits prévus pour 2026 ont été mobilisés. Ce qui fait problème à la date d'aujourd'hui, c'est l'écart qu'il y a entre les prévisions budgétaires et les réalisations. Cet écart est de l'ordre de 80% entre les autorisations d'engagement inscrites dans le budget et les crédits de paiement, c'est-à-dire la mobilisation de la trésorerie. Face à cette situation, le vice-président du réseau des parlementaires pour la promotion du système de santé et le soutien à la vaccination, l'honorable Issoumba Bongono, appelle à faire de la vaccination une dépense prioritaire. Naturellement, il nous faut une loi pour financer de façon domestique et de façon pérenne et durable la vaccination. Et cette loi peut déjà structurer la création d'un fonds dédié à la vaccination, ce qu'on a pris au Camerounais sous la forme de l'inflation, qu'on reverse ça dans le fonds de la vaccination sous forme de TVA sociale. De son côté, le responsable syndical du personnel de santé camerounais, Prosper Ekassi, estime que les ressources disponibles pourraient suffire à vacciner tous les enfants si elles étaient entièrement consacrées à cette mission. Avec les 19%, on peut vacciner les Camerounais. On peut vacciner les Camerounais. Si on enlève tout le désordre qu'il y a, tous les financements, tout l'argent qui part de gauche à droite, on peut vacciner les Camerounais. Qu'on arrête d'endetter les Camerounais, parce que cet argent-là, le Camerounais paye. Hein? C'est l'endettement. C'est-à-dire que les Camerounais vont payer cet argent, vont rembourser cet argent. Qu'on arrête d'endetter les Camerounais pour rien. Alors que le Gavi réduira progressivement son appui d'ici 2030, l'enjeu est désormais de garantir un financement durable de la vaccination pour préserver les acquis de la santé publique et protéger les générations futures.
Et en sport, vainqueur de la Coupe du Monde 1970, le Brésil conservait définitivement la victoire ailée pour l'avoir remportée 3 fois. L'édition de 1974 en Allemagne s'ouvre avec un nouveau trophée baptisé Trophée de la FIFA sous l'ère d'un nouveau président à la tête de l'instance fêtière du football mondial. Succédant à l'anglais Sir Stanley Roux, le Brésilien João Havelange devenait le 7e président de la FIFA. Dans le reportage qui va suivre, Jean-Paul Chouniat vous relate les circonstances de l'élection d'un nouveau dirigeant à la tête de la FIFA et les péripéties du premier trophée de la Coupe du Monde dérobé peu avant la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre et dans sa conservation au Brésil. Depuis 1970, avec la 3e victoire du Brésil, la Coupe Jules Rimet a définitivement élu domicile à Rio de Janeiro et fait désormais partie du patrimoine du football brésilien. La victoire et les œuvres du sculpteur français Abel Lafleur a connu pas mal de péripéties. The trophy, which remained hidden in a shoebox in Italy during the Second World War, was stolen in London in March 1966. Dérobé pour la première fois lors de la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre, le trophée fut retrouvé dans une poubelle par un chien renifleur. Même dans son repos définitif au Brésil, la victoire ailée ciselée dans une masse d'or de 1800 grammes sur un socle de marbre sera encore dérobée, puis retrouvée à nouveau. O mais valioso troféu do futebol brasileiro foi roubado a noite passada na sede da CBF no Rio. A taça Jules Rimet estava exatamente aqui nesse pedestal. È stato rubato il Santo Graal del football. Un episodio molto misterioso. Après 40 ans de bons et loyaux services, la page de la Coupe Jules Rimet est définitivement tournée. Il faut donc redessiner et remodeler un nouveau trophée. Un concours est organisé pour la nouvelle Coupe du Monde. Le lauréat de ce concours, un artiste italien, Silvio Gazzaniga. C'est dans son atelier de Milan qu'il sculpte l'œuvre d'art qui récompense l'épreuve la plus populaire de la planète. La coupe en or massif pèse 5 kg et sa configuration différente de la victoire ailée, la précédente. Le nouveau trophée esquisse 2 sportifs soutenant le globe terrestre. La FIFA n'en fera plus don aux nations victorieuses, encore moins de la donner définitivement au triple vainqueur. À chaque tournoi, c'est une réplique ou encore une copie qui est remise au capitaine de l'équipe championne du monde. Son nom change également. La Coupe Jules Rimet n'est plus. Vive la FIFA World Cup. La République fédérale d'Allemagne qui organise le tournoi pour la première fois est aussi la première à accueillir le nouveau trophée. Depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 1964, l'Allemagne se s'est désignée candidate à l'organisation, ce qui sera confirmé au congrès de la FIFA à Londres. Un hommage au défunt Rimet qui opta pour le choix de l'Allemagne depuis 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Le Français avait même encore choisi le voisin allemand pour accueillir l'édition de 1942 avant l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Le trophée n'est pas le seul changement opéré. La veille de cette 10e édition, un événement capital pour l'avenir du football mondial a lieu, l'élection d'un nouveau président à la tête de la FIFA. Le Brésilien João Havelange succède à l'Anglais Sir Stanley Roux en poste depuis 1961. L'émergence des pays dits du tiers-monde, les rancœurs sud-américaines et un important mouvement politique jouent en faveur de João Havelange. Né des parents belges, il est avocat de formation et aussi PDG d'importantes firmes industrielles et commerciales. Riche comme Crésus, Havelange est un ancien sportif de haut niveau. Il a participé à 3 reprises aux Jeux Olympiques en natation et water-polo. Président de la Fédération brésilienne de football, il est très proche des joueurs. N'avait-il pas aidé Pelé à se remettre de ses soucis financiers? Véritable globe-trotteur, João Havelange a fait le tour du monde. Il parle 6 langues, ce qui lui vaut la sympathie des fédérations nationales. Un homme entreprenant, au contact facile et agréable, et surtout, grand admirateur de Jules Rimet. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau consacré aux prisonniers politiques oubliés dans les prisons. Et pour en parler, nous recevons Maître Rostand Tchonko, avocat au barreau du Cameroun et au Rwanda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, près de 500 prisonniers qualifiés de prisonniers politiques seraient abandonnés à leur sort dans les prisons du pays. Déjà, qu'est-ce qu'un prisonnier politique ? En vérité, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est en détention,
Non pas peut-être pour ses convictions, j'ai envie de dire, pour ça, et parce que le système décide que, bon, voilà, vous avez dû ou pu franchir la ligne et du coup, on vous maintient en détention pour des raisons parfois qui nous échappent aussi, il faut le dire ainsi. Voilà, dans notre contexte, c'est lorsque le pouvoir exécutif, en quelque sorte, s'immisce dans ce qui devrait être l'apanage du pouvoir judiciaire. Et par conséquent, ça rend un peu difficile le processus et l'application, parfois, des dispositions légales. Alors, parmi eux, parmi ces prisonniers, il y a ceux qui sont encore en attente de jugement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les personnes qui sont en attente de jugement, s'il faille que je revienne un peu sur ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, les prisonniers politiques. Oui. Voilà, c'est ceux de la crise post-électorale. Tout à fait. C'est-à-dire le lendemain des élections du 12 octobre, ces personnes qui ont été arrêtées et qui sont en détention dans la plupart des prisons du Cameroun. Goma, Noubel, au nord à Garoua, Maroua, à l'est et aussi au centre. Alors, ces prisonniers, aujourd'hui, nous faisons face à une sorte, je ne vais pas dire difficulté, mais le processus de faire en sorte que leur affaire soit finalement jugée est un peu lent, s'il faut le dire ainsi. Alors, les difficultés sont majeures. Elles dépendent tantôt du politique, tantôt également des lenteurs administratives. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis leur arrestation, c'est-à-dire en octobre dernier, certains sont encore, nous parlons de sensiblement 500 personnes qui sont encore à 350 personnes pour être plus exact, qui sont à Nebel, et 150 personnes qui sont aussi à Goma, d'autres au nord à Garoua, d'autres à Maroua. Alors, en principe, ces personnes devraient déjà être en phase de jugement parce que nous avons déjà littéralement amorcé les phases d'instruction et voilà, ça traîne un peu. Mais qu'est-ce qui coince? Bon, en réalité, vous savez, dans notre domaine professionnel, nous ne commentons pas les affaires qui sont en instance, mais le système est tel que c'est un peu opaque en réalité. Nous, par exemple, le collectif Défense citoyenne, nous avons pris sur nous d'assister ces différentes personnes parce que nous sommes convaincus qu'avec les avancées majeures que nous avons actuellement, si nous n'étions pas présents, il n'y aurait pas eu ces différentes améliorations. Parce que souvenez-vous, en octobre, il y avait eu sensiblement 2000 arrestations. Oui. Aujourd'hui, il ne reste que 500. Cela veut dire qu'il y a eu une nette amélioration parce que nous les assistons. Il faut aussi le dire, le personnel est littéralement saturé. Si je peux me permettre de justifier cela, le personnel est complètement saturé et aussi, nous avons aussi quelques difficultés d'accès à ces différentes personnes, ce qui fait en sorte que ça crée une sorte de goulot d'étranglement et ne nous permet pas de rapidement diligenter ces différentes procédures auprès des juridictions compétentes. Alors, on parle également des mineurs parmi eux. Est-ce que c'est à leur place là-bas? Non, en principe. Non, en principe. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, un mineur de 14 ans n'est pas pénalement responsable. Un mineur, quelqu'un de 16 ans, il est pénalement responsable, mais pourvu que lui soit dans un cadre réservé, du moins dans une détention qui est réservée uniquement à ceux de son âge, et d'autres de 18, 19, 20, 21 ans, ils sont pénalement responsables. Pour le moment, ce que nous avons eu à décrier depuis lors, c'est un mineur, un enfant de sensiblement 6e, mais heureusement pour nous, nous avons mené les diligences et il a été libéré à temps. Bon, il y a quelques mineurs, s'il faut le dire ainsi, ceux de 19 ans. Mais ce n'est pas leur place, parce qu'en principe, ils devraient être en train de suivre des cours, aujourd'hui nous sommes dans les vacances, en train
entreprendre quelque chose ou bien auprès de leurs parents, aider leurs parents à faire quelque chose, mais ne les placez pas en prison, bien évidemment. Alors, ces prisonniers sont pour la plupart, sinon tous, interpellés lors de la crise post-électorale, bientôt 1 an que les résultats ont été proclamés, que le président Paul Biya a prêté serment. Qu'est-ce qui peut justifier que ces détenus soient maintenus en prison? Bon, dit qu'ils sont maintenus, on allait, je vais le dire en tant qu'avocat, lorsque une procédure judiciaire est engagée, elle suit un processus normal, bien évidemment édicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Pour ce qui concerne la plupart, ils sont passés tantôt devant les juges d'instruction, tantôt devant les juridictions correctionnelles. Tout dépendait bien évidemment de l'infraction pour laquelle ils avaient été initialement inculpés. Comme je vous l'ai dit tantôt, le processus suit son cours parce que nous avons engagé plusieurs démarches. Parce que quand je dis le processus suit son cours, c'est qu'il y en a par exemple qui étaient inculpés devant le juge d'instruction. Vous voyez? Et la durée est de 6 mois, par exemple. C'est-à-dire que la durée de la détention provisoire, en principe, est de 6 mois. Elle est renouvelable uniquement si la personne a été notifiée ou si le juge d'instruction estime n'avoir pas clôturé son enquête sur les concernés. Donc, s'il faut rester un peu légaliste par rapport à l'inculpation, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à 1 an. Donc, ça veut dire qu'un juge d'instruction, si au-delà, je veux dire au bout de 6 mois, s'il n'a pas clôturé son instruction, il est fondé à vous notifier, à renouveler votre détention en estimant que j'ai encore des éléments ou bien j'ai besoin d'exploiter de nouveau cette personne. Bon, maintenant, il serait présomptueux pour moi de venir ici sur ce plateau et dire le juge il n'avait pas raison parce que ce n'est pas ma place. Je fais mon travail en tant qu'avocat, du moins nous faisons notre travail en tant qu'avocat et il revient également à la juridiction compétente, du moins le juge d'instruction et par la suite la juridiction de fond de statuer pour les cas qui lui seront soumis. D'accord. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un arrêt de poursuite à ce stade? On pourrait envisager un arrêt de poursuite. Il suffit uniquement que l'autorité poursuivante, qui est le procureur de la République, dit non, moi je ne peux pas poursuivre cette personne parce que les faits pour lesquels il est poursuivi ou bien pour lesquels initialement il a été inculpé ne sont pas constitués. On pourrait également arrêter les poursuites. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont été libérées devant le juge d'instruction. Ça veut dire que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pouvant permettre à les renvoyer devant le juge du fond, devant la juridiction compétente. Et finalement, ils ont été libérés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient tantôt 2000, aujourd'hui ils sont sensiblement 500. Alors, l'Église catholique se montre préoccupée par cette situation et dénonce les conditions de détention qualifiées d'inhumaines, selon l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Pensez-vous que cette voix puisse être entendue? Oui, l'Église, comme les avocats, sont des acteurs majeurs de la société civile. Vous savez, l'Église joue son rôle, c'est celui de dénoncer auprès des organismes nationaux, internationaux et même auprès de l'État. C'est son rôle. Nous, personne ne nous a demandé de nous constituer pour ces différentes personnes. Je tiens à rappeler que nous le faisons à titre gratuit. Le collectif, c'est un ensemble d'avocats, de juristes. Nous ne recevons rien. Nous le faisons uniquement parce que notre serment nous le demande, parce que dans notre serment, il y a également de l'humanité. Et lorsque nous voyons toutes ces différentes personnes en détention, quelque part, ça nous fait un pincement au cœur parce que ça pouvait être un frère, un cousin qui maladroitement s'est retrouvé dans certaines circonstances. Et voilà. Est-ce que cette voix pourra être entendue? Oui, parce qu'il est toujours important de dénoncer. Il est toujours important de porter haut la voix des sans-voix. Et d'ailleurs, c'est ce que nous nous attelons à faire. Oui, aujourd'hui, en détention, il y a des personnes malades. Il faut le dire ainsi. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien du tout.
On a eu des morts. Bon, oui. Bon, je préfère rester sur les faits. Vous voyez un peu. Je préfère rester sur les faits. Il y a des personnes vraiment qui sont souffrantes. Il y a eu des morts. Les autorités compétentes, je pense, que sont en train de s'en occuper. Alors, que font les avocats? Vous avez parlé tout à l'heure d'un collectif. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'ils sont un peu insensibles à la situation? Non. Les avocats ne sont pas insensibles à la situation. Pour preuve, je suis devant vous aujourd'hui. Nous n'étions pas obligés. Alors, je tiens à rappeler qu'un avocat, c'est l'exercice de la profession d'avocat, elle est libre. Alors, ça veut dire que lorsque tu prêtes serment, tu décides de faire, c'est bien évidemment, suivant les règles d'éthique et déontologie, tu décides de faire de ça ce que tu entends, suivant la loi. Parce que l'avocat est un défenseur de la loi, il faut déjà le rappeler. À chaque fois, l'avocat peut décider de se constituer pour quelqu'un ou de se déconstituer. Personne ne nous oblige à assister ces différentes personnes. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Ce que nous faisons, nous assistons ces différentes personnes, tant à la phase d'instruction qu'à la phase de jugement. Alors, il est impératif, et d'ailleurs, il est impératif qu'un défenseur de la loi puisse assister, parce que la plupart de ces personnes, voyez-vous, sont des personnes démunies, sont des personnes qui n'ont pas beaucoup poussé à l'école, si je peux le dire ainsi. Voilà, ils ont besoin d'une certaine orientation juridique, ne serait-ce qu'assister ces différentes personnes pour leur dire non, voilà comment ça va se passer, et aussi même pour garantir les droits de la défense. Les droits de la défense, c'est par exemple être assisté par un avocat. Pour les faits, par exemple, de crimes pour lesquels vous êtes poursuivi, il est impératif que vous soyez assisté par un avocat. Et l'avocat est la personne là qui est capable de dire à un juge d'instruction, non, mais ce que vous êtes en train de faire, voilà, la loi ne l'a pas prévu. Or, celui qui est là, il est un néophyte, il ne comprend pas grand-chose. Et l'avocat est justement là pour pouvoir orienter tout ça afin que le droit soit dit. Alors, Maître Rostand, pour certains détenus, le motif est tentative de déstabilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne commande pas les décisions de justice, mais je vais vous donner quelques éléments pour... la plupart, il y a on poursuit pour insurrection, attroupement en bande armée, pillage en bande, voilà, destruction des édifices publics et privés. Voilà, ça c'est la plupart des infractions en réalité qui reviennent, c'est ce qui justifie que la plupart, j'insiste là-dessus, soient poursuivis devant le tribunal militaire. Bon, d'autres infractions sont littéralement correctionnalisées, qui passent devant les juridictions, je peux dire, correctionnelles de droit commun. Parce que le tribunal militaire, bien évidemment, c'est une juridiction, c'est un tribunal spécialisé. Oui. Alors, voilà. Est-ce que tous auront la même sentence? Vu que tous ont été arrêtés pratiquement le même jour, la même période, est-ce que tous auront la même sentence? Ce serait présomptueux de dire que tous auront la même sentence. D'ailleurs, c'est pourquoi je préfère rester sur le volet technique. C'est pourquoi les avocats doivent faire leur job. C'est pourquoi le collectif est en train de faire son travail. Le collectif est là. Nous travaillons presque chaque mois. Nous faisons des réunions pour discuter sur les dossiers, pour essayer de démontrer aux juges, démontrer aux différentes juridictions de ce que l'ensemble des faits pour lesquels vous êtes en train de reprocher à ces Camerounais n'est pas constitué. Je préfère rester vraiment sur le volet technique parce que c'est ce qui est plus important. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le collectif est littéralement apolitique. Vous n'allez pas voir nous peut-être être au-devant de la presse ou bien réclamer quelque chose pour certains partis politiques. Non. Nous sommes dit, le mot d'ordre, c'est défendons-les tous. Défendons-les. Peu importe de quelle obédience religieuse ils appartiennent, peu importe de quel parti politique ils appartiennent, après tout, ce sont des Camerounais. Alors, dans cette situation, peut-on dire qu'il y a démocratie et liberté au Cameroun?
La démocratie, vous savez, chacun peut tirer la démocratie de son... Chacun tire ça de son côté. La liberté, pour preuve, moi je suis ici à Balafon Média, je défends les détenus. On pouvait me l'interdire, vous savez, on pouvait me l'interdire. Bon, maintenant, l'exercice du droit au Cameroun, il peut être entaché parfois de certains vices. Ça, c'est une réalité factuelle parce que je n'ai même pas besoin de le dire. Que ce soit vous, que ce soit le Camerounais lambda, il le constate. Mais nous, défenseurs de la loi, avocats, nous nous attelons au maximum à défendre. On ne va pas dire que s'il n'y avait pas de la liberté, s'il n'y avait pas une sorte de justice, entre guillemets, ces autres personnes ne seraient pas sorties. 1500 personnes ont été libérées quand même. Alors on ne va pas littéralement jeter de l'opprobre sur le système judiciaire parce que, voyez-vous, il y en a d'autres qui ont du courage, qui font leur travail. Alors, parlons des prochaines échéances électorales. Oui. Le peuple doit-il comprendre qu'il doit se taire et accepter les décisions? Non, c'est pas, enfin, moi je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Les prochaines échéances électorales, le peuple doit prendre son destin en main, c'est-à-dire que voter, remplir son devoir citoyen. Et après, la difficulté, et ce que je constate aussi, c'est que chaque personne ne veut pas rester à sa place. Chaque personne qui est dans un domaine assez précis ne veut pas faire ce qu'il a à faire dans son domaine ou être le plus compétent dans son domaine. Alors là, nous serons en train de faire des jugements sur ce qui adviendra peut-être d'ici 2026. Non, nous sommes encore là et je pense que les Camerounais des 4 coins du pays doivent décider d'accomplir leur devoir citoyen. Aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut concrètement? On va peut-être sortir par là. Est-ce que ces prisonniers ont besoin... Qu'est-ce que ces prisonniers ont besoin d'entendre, là, maintenant? En réalité, ces prisonniers ont besoin de soutien. Voyez-vous, lorsque vous êtes incarcéré depuis 6 mois, 7, 8 mois. On est déjà à 8 mois. On est déjà à 8 mois. Et que, à tout hasard, vous avez été arrêté de façon arbitraire, pour certains. Et que parfois, votre famille respective n'ont même pas les moyens de venir vous donner ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. C'est dur. Très dur. C'est très dur. Il faut le dire. Il faut arriver là-bas pour voir. Il faut être présent pour voir. Alors, ils ont besoin de sortir de là. Ils ont besoin de leur liberté parce que je suis convaincu qu'ils ne sont pas heureux d'être là-bas. Non, ils ne sont pas heureux d'être là-bas. Et ils ont besoin des facilités. S'il y a des médecins qui peuvent se porter volontaires, ne serait-ce que de faire un tour pour au moins regarder leur état de santé afin que leur avenir, par exemple, ne soit pas détruit lorsqu'ils sortiront. Vraiment, ce serait salutaire. Donc, ils ont besoin de la présence de tous les Camerounais de tous bords, qu'ils ne soient pas abandonnés parce que pour certains, ils étaient en train de réclamer leurs droits. Pour d'autres, ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils se trouvaient. Aujourd'hui, tout le monde est confondu dans ce petit melting pot-là et ce n'est pas très bien. Donc, du coup, ils ont besoin de nous tous. D'ailleurs, nous avons commencé. Il y a eu le barreau du Cameroun par l'intermédiaire du secrétaire de l'ordre qui est parti à Goma et a fait des dons à ces différents prisonniers. C'est déjà une démarche salutaire. Nous avons les membres du Conseil de l'ordre à leur poste respectif qui essayent de nous assister et d'assister au travers nous ces différents détenus-là. Donc voilà, c'est déjà des gestes qu'il faut dire merci pour ces différentes initiatives. Alors, Maître Rostan Tchonko, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Balafon Télévision. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et au Rwanda. Je vous remercie et je n'hésiterai pas à revenir pour vous donner d'amples informations. D'accord. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Balafon Télévision.